Sophie Protéol, le maître de l'industrialisation de l'agriculture, point d'interrogation. On verra si on enlève le point d'interrogation après à l'issue de ce débat. Avant de commencer, je pense qu'on va faire un tour de table rapide de présentation et puis on déroulera la table ronde. Bonjour, Barnabé Valentin, je suis journaliste à Reporter, qui est un quotidien d'information sur l'écologie disponible en ligne, www.reporter.net, et qui a l'année dernière publié cette grosse enquête au sujet de Sophie Protéol. Moi je m'appelle Fabrice Nicolino, je suis journaliste à l'hebdomadaire Charlie Hebdo, et voilà, je m'intéresse à ces questions depuis un long moment déjà. Voilà, je me suis beaucoup intéressé à la situation générale de l'agriculture, à l'usage des pesticides, à la consommation de viande et à d'autres choses du même genre. Voilà. Et moi je suis Thomas Coutreau, je suis porte-parole d'Attaque, je ne suis pas du tout spécialiste. À part en tant que consommateur averti. Par contre, oui, je m'intéresse un peu aux questions du commerce mondial, de la mondialisation ou de la démondialisation. Voilà, je dirais quelques mots là-dessus peut-être. Donc moi je suis Laurent Pinatel, je suis paysan dans le département de la Loire, producteur de lait, de viande bovine, je suis associé à ma sœur, on a 2 salariés sur la ferme, on fait du lait en bio, pour une partie en yaourt, et puis de la viande en bio qu'on transforme aussi à la ferme. Donc tout ça pour introduire une conférence dans un climat un peu pesant au niveau de l'agriculture, dans un climat, on l'a vu sur le salon avec l'arrivée de François Hollande, avec Manuel Valls qui ce matin aussi a été assez houspillé dans les allées du salon. Donc une espèce de défi politique et une espèce de... C'est très désagréable. Et ouais. Donc voilà, ce climat assez pesant et oppressant, cette population agricole qui est en train de perdre ses repères, on voit bien qu'il y a une crise d'identité du monde agricole, on voit bien qu'il y a une crise de prix, c'est la première crise, c'est pour ça que les gens sont dans la rue, une crise d'un modèle, un modèle de développement agricole qui depuis les années 60 nous incite à avoir toujours plus de vaches, toujours plus d'hectares individuellement pour nous en sortir. On a réussi à faire entrer dans la tête des paysans qu'il y avait trop de paysans. Il y en a qui allaient disparaître. On a aussi réussi à leur faire entrer dans la tête que celui qui était en trop, c'était le voisin, quoi. C'est pas vous, c'est l'autre. Et donc on est dans cette course au volume qui aujourd'hui tend à basculer sur l'industrialisation. L'arrivée des fermes-usines, c'est dans le paysage agricole français. Et l'arrivée des fermes-usines, elle est liée, il y a un an, quand avec la Confédération paysanne, on a travaillé sur la carte des fermes-usines. De la méthanisation, de la production d'énergie, c'est-à-dire faire de l'agriculture quelque chose d'autre que la production de nourriture. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait trouver derrière quasiment l'ensemble des projets de ferme-usine Sophie Protéol. Sophie Protéol en tant que fabricant d'aliments, en tant qu'apporteur de capital, on y reviendra. Et c'est vraiment la pieuvre Sophie Protéol qui est en train de bouffer l'agriculture. Et on se dit qu'après tout, c'est la logique de l'industriel de l'agroalimentaire que d'aller bouffer les paysans pour faire un peu plus de profit. Là où le bas blesse, c'est quand même que Sophie Protéol, c'est Xavier Belin, qui a un stand pas très loin, avec sa casquette FNSEA, et que là, ça pose problème, quoi. Mais Barnabé va nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Là, ça marche peut-être, oui. Mais du coup, moi, en effet, je vais peut-être vous présenter journalistique, ce qu'on a découvert en creusant un petit peu autour de Sophie Protéol. Je vais essayer de parler plus fort. Alors Sophie Protéol, c'est intéressant parce que c'est un acteur qui est quand même relativement méconnu d'un point de vue médiatique. Pourtant, c'est un acteur essentiel de ce qui est aujourd'hui l'agro-industrie. Pour vous donner quelques chiffres, alors Sophie Protéol, c'est son ancien nom, c'est comme ça qu'on va continuer, je vous propose à l'appeler. Il faut juste savoir que ça a changé de nom depuis 1 an, 15 mois, ça s'appelle désormais Avril. Vous allez voir ça. L'idée c'était de dissocier un peu mieux Avril pour le nouveau printemps, c'est pas forcément
anodin, de dissocier mieux ses activités parce que Sophie Protéol, c'est deux activités, deux mamelles en gros pour l'agriculture française. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ. Il vaut mieux en fatiguer que pas du tout. Vous entendez pas? Ou pas là parce qu'on on va essayer avec le micro. Alors, ça n'est pas tout. On pourrait rajouter à ça les biotechnologies, la chimie verte, les semences, la méthanisation. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, tout ça, c'est les pesticides. Tout ça, c'est l'univers de Sophie Protéol. Vous voyez qu'on recoupe un peu toutes les branches du domaine agricole. Très concrètement, pour vous donner une idée, quand on parle des huiles, le sieur, Puget, c'est Sophie Protéol. Quand on parle des œufs, Matine, les œufs Matine, c'est Sophie Protéol. Alors, je voulais juste reprendre l'exemple de l'élevage de porc qui était cité, parce que c'est un exemple très intéressant de leur objectif qui est celui de la maîtrise totale de la chaîne de production, de l'amont jusqu'à l'aval. Et donc, quand on regarde l'élevage de porc, ils sont évidemment avec la nutrition et l'alimentation animale, tu l'as dit tout à l'heure, notamment par l'intermédiaire de Glon Sanders, qu'ils ont racheté en 1998 et qui est leader sur le marché de l'alimentation animale. Mais ils sont aussi dans cette chaîne de production avec la santé animale et l'hygiène, ce qu'on appelle l'hygiène zootechnique. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Technofirm. On les retrouve aussi avec la génétique, ça c'est l'ancienne Frangène devenue Adevia, et l'aval de la filière, c'est les abattoirs avec la société Abera, si je ne dis pas de bêtises, en Bretagne, qui appartient au groupe Glon Sanders, qui donc, comme je vous l'ai dit, a été racheté par Sophie Protéol en 1998. Donc en fait, aujourd'hui, la question, c'est plus vraiment de savoir où est Sophie Protéol, mais plutôt dans quel secteur Sophie Protéol n'a pas posé des billes. Et alors, peut-être nous, ce qui nous a intéressé plus particulièrement, et puis je laisserai la parole ensuite à Fabrice qui développera, mais c'est la manière dont s'est constitué cet empire, parce que c'est pas anodin. En fait, à la base, Sophie Protéol s'est construit sur les oléoprotéagineux. Les oléoprotéagineux, c'est le colza, c'est les tournesols, c'est les pois, les fèves. Et donc en 1983, il se fédère pour être un fonds interprofessionnel des professions dans ces domaines-là. Et il crée une invention assez originale et je crois unique, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on appelait les CVO. C'est un bel oxymore pour dire les contributions volontaires obligatoires. À la fois volontaires, mais obligatoires. Et donc avec ces fonds-là, obligatoires, c'est des cotisations que payent tous les gens qui travaillent dans les oléoprotéagineux à Sophie Protéol. Et en fait, très rapidement, il s'est avéré que ces fonds étaient utilisés à d'autres fins que le simple domaine des oléoprotéagineux. Et donc rapidement, il y a un fonctionnement qui est épinglé notamment par plusieurs rapports de la Cour des comptes, notamment en 2002, qui montrent que ces fonds-là ont permis de financer le rachat de Glon Sanders en 1998 ou de prendre des prises de participation dans un certain nombre de médias. Il faut savoir que Sophie Protéol a investi dans Le Monde en 2001, qui sont également actionnaires de la France agricole. Voilà, et donc tous ces fonds-là, cet empire-là se constitue grâce à ce financement dévoyé d'une certaine manière. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute l'histoire des agrocarburants. Alors là, il faudrait rentrer un peu en profondeur, mais rapidement, c'est ce qui a comment dire, alimenté toute la dimension de notoriété de Sophie Protéol au tournant des années 90 et des années 2000. On est dans un contexte géopolitique très particulier. On est encore sur la crise pétrolière. On a le sommet de Rio en 92. Et donc cette idée des agrocarburants, juste les agrocarburants, ce sont des carburants créés à partir de cultures alimentaires, donc typiquement du colza. Donc ça concernait directement Sophie Protéol. Et donc il y a une dynamique pendant 10-15 ans où les agrocarburants ont plutôt bonne presse. Et Sophie Protéol crée son empire sur le diester, qui est son biocarburant de référence et qui est en situation de quasi-monopole. Rapidement, et donc pour comprendre ça aussi évidemment, et le soutien public, c'est que le diester bénéficie d'une niche fiscale très 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 importante qui dure 10-15 ans à peu près, qui est évaluée pour l'année 2010 à 700 millions d'euros par l'inspection générale des finances. Et pareil, on a plusieurs rapports de la Cour des comptes qui dénoncent je cite, une rente de situation pour Sophie Protéol qui est en quasi-monopole à ce moment-là.
Et le tournant se fait au moment des années 2010, quand les agrocarburants, quand on commence à en voir, je dirais, toutes les externalités négatives. Non seulement, évidemment, l'impact environnemental, mais évidemment aussi au moment de la crise et des émeutes de la faim en 2008, toute la question de cette affectation de culture alimentaire à une utilisation non plus alimentaire, mais énergétique. Et donc, on voit au tournant des années 2010 une vraie chute de ce domaine d'activité-là pour Sophie Protéol. 21% de baisse des ventes de diester en 2011, fermeture de 2 des principales usines de trituration dans le nord de la France. Donc cette activité-là prend du plomb dans l'aile, si on peut dire, sauf qu'en fait, à ce moment-là, cette activité-là ne représente déjà plus que 8% du chiffre d'affaires global de Sophie Protéol. Et alors pourquoi? Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on fait des agrocarburants, quand on fait la trituration, qui est cette activité d'extraction de l'huile, en fait, il vous reste 50% d'un coproduit qu'on appelle le tourteau. Et en fait, ce tourteau-là, on se rend compte, à ce moment-là, qu'il peut être très utile pour alimenter les filières d'élevage. Et donc, il y a ce mouvement, je dirais, de transition au moment des années 2000, où à la fois, on augmente la capacité de production des agrocarburants, donc on augmente son stock de tourteaux et de coproduits qu'on a sur le bras, et dont il faut trouver un débauché. Et au moment de la crise du lait, et ça peut-être que Laurent aussi pourra en redire un mot, il y a une entreprise de raccrochage de l'élevage animal avec ce phénomène de la contractualisation, où en gros on va de plus en plus obliger aux élevages et aux filières d'élevage à utiliser ces tourteaux de colza pour alimenter les animaux. Et on est sur une dynamique qui du coup consiste à dire il faut augmenter les élevages pour pouvoir épandre ces tourteaux. Et donc augmenter les élevages, ça veut dire mettre fin, je schématise un peu mais c'est pour aller vite parce que je pense que j'ai pris du temps, mettre fin à l'herbe qui est gratuite et donc les mettre dans des fermes-usines. Et donc là on raccroche l'idée de l'industrialisation de l'agriculture qui était notre point de départ, puisqu'on avait constaté notamment, en prenant le cas également des élevages porcins en Bretagne, à Poiroux et à Trébriand, qui sont 2 fermes-usines, qu'en fait si on détricotait l'actionnariat, on retrouvait par l'intermédiaire de Glon Sanders, j'ai plus exactement les noms précis en tête, mais on retrouvait des actionnaires qui remontaient peu à peu à Sophie Protéol. Et donc tout le point de départ, je me disais mais qui est cette pieuvre? Et donc je laisse la parole à mes co-intervenants, peut-être pour développer sur l'aspect Xavier Belin, parce qu'évidemment je ne l'ai pas cité, enfin ça a été dit, mais Xavier Belin est une personne fondamentale pour comprendre comment on a pu avoir ce développement-là dans l'agriculture française. Non, je ne vais pas trop développer.